Bon, on va... Déjà, on va passer au 4 Demon Slayer. Et on va se mettre la vidéo de Mademoiselle Soso. Pour rebondir sur certains points, parce que je trouve ça intéressant de... Je trouve que c'est... En fait, elle dit des trucs, c'est vraiment symptomatique des réseaux actuels, de la communauté manga actuelle, et du manque de recul qu'on peut avoir sur certains chiffres de Demon Slayer. Donc, comme... et non, j'ai pas encore vu la fin de vidéo, non, je me suis pas encore mis à jour, je suis une merde. Mais voilà, donc je répète, Demon Slayer, c'est un manga que j'ai suivi durant toute sa parution, et pas seulement le manga en lui-même, l'histoire, etc. en tant que fan. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue analyse, etc. C'est un manga que chaque semaine j'étais là, je faisais des reviews. On a analysé ensemble sur YouTube ses ventes, que ce soit par tome, par mois, post-anime, avant l'animé, etc. Donc on a vu tout ça. Et on a eu aussi le recul parce qu'on a fait des bilans mensuels à chaque fois. Donc voilà, on sait, on a les tenants et les aboutissants concrets de la popularité de Demon Slayer avant et après l'animé. Quel impact l'animé a eu et comment le manga se portait avant ça. On a tous les éléments avec des faits, des chiffres, tout ce que vous voulez. On a que des trucs concrets. Donc je vais pas vous parler en tant que fanboy ou fan de Demon Slayer, qui est un manga que j'apprécie énormément, parce que je rappelle que moi j'étais déjà dans le train des Rodeurs de la Nuit là. Voilà. Quand Panini ne faisait pas de com sur leur manga et qu'ils ont eu la bonne idée de le renommer Les Rodeurs de la Nuit sans l'annoncer à personne, sans faire de com dessus, j'étais un des seuls à en parler. Et il y en a plein à cette époque-là déjà, dans ma communauté, qui découvraient que le manga était publié en France. Ouais, Les Rodeurs de la Nuit. Ouais. Ah, c'est sous mes vidéos que les gens découvraient que le manga était édité, qu'il était disponible. Donc forcément, le manga suite à ça, les gars, t'aurais pu mettre n'importe quelle série. Alors certes, avec un... Tu vois, The Promised Neverland, c'est peut-être le bon exemple, parce que c'est un style atypique aussi. C'est pas forcément le style qui va plaire voilà, au public mainstream, grand public, tu vois. Moi j'aime bien le style, que ce soit l'un ou l'autre, Demon Slayer, The Promised Neverland. J'aime bien les styles parce que justement ça sort du lot. J'aime bien la patte, tu vois. Mais je sais que le grand public, c'est pas forcément le cas et ça peut les rebuter. Et tu vois, si The Promised Neverland était sorti chez Panini, sous un autre nom, est-ce que le manga aurait marché comme il a marché chez Kazé? Je pense pas. En vrai, je suis pas sûr. Tu vois. Donc pour moi, déjà, le côté flop en France de l'Héros d'Or de la Nuit, pour moi, c'est une faute professionnelle avant tout de Panini qui a pas fait de com, pour le coup. Et c'était pas le cas qu'avec Demon Slayer, c'était le cas de tout leur catalogue à ce moment-là. Il faut savoir que justement, c'est grâce à Demon Slayer et l'explosion de Demon Slayer en France, suite à l'animé pour le coup, que Panini a revu sa structure et que derrière, ils ont refait des rééditions et qu'ils ont remis des mangas de leur catalogue au goût du jour et qu'ils les ont respectés avec des vrais coms, etc. Et du coup, ça a bien marché pour eux aussi. Et là, je peux vous citer plein d'exemples. Banana Fish, il y a eu quoi? Il y a eu des Mars, il y a eu plein de trucs qui sont revenus chez Panini, il y a eu les 20th Century Boys, etc. Ils ont fait 50 éditions d'ailleurs de ce manga. Mais bref, vous voyez, Banana Fish, c'est un manga de qualité. Ça a bidé chez Panini. Est-ce que c'est la faute du manga? Non. Donc pourquoi pour Demon Slayer, ça va te prendre cet exemple-là déjà pour commencer? Non, pour moi, à ce moment-là, si ça flop, c'est en grande partie la faute de Panini qui fait pas de com dessus et qui appelle un manga. Je sais pas, c'est comme si toi sur Vinted t'as envie de vendre des cartes Pokémon et tu vas appeler ça dans ton annonce carte de petits monstres, tu vois, de petits monstres de poche à la place de marquer Pokémon. Tu vas marquer les petits monstres de poche. Donc forcément que ton annonce elle va pas faire de vue. Les gens ne vont pas tomber dessus, c'est normal. Le manga il est sorti avec une cagoule sur la tête pour commencer. Donc en France, pour moi c'est ça qui explique aussi que ça a pas marché forcément tout de suite. Mais bref, on va se mettre la vidéo de Mademoiselle Soso. Elle dure 19 minutes, tranquillement. Et on va rebondir à ça. Et je précise encore une fois, j'ai rien contre elle. Là, c'est juste pour souligner mes propos et ce qu'on va dire derrière et tout. Et comme ça, on va compléter sa vidéo et corriger les points qui vont pas aussi. Et il y a aussi des trucs très bien dans sa vidéo qu'on soulignera. Du coup, tout est bon. On est parti. Demon Slayer est devenu vraiment populaire uniquement parce que l'anime est incroyable. Le manga en lui-même n'était pas génial. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais Kazuhiko Torishima, l'éditeur historique de Dragon Ball. Bon déjà, premier point qui va pas pour moi. Elle appuie Torishima pour... Enfin, elle met en avant Torishima et sa citation sur Demon Slayer, ce qu'il en pense, pour appuyer son propos. Alors déjà, Torishima, avec tout le respect, il a beau être l'éditeur historique de Dragon Ball, Torishima, c'est quelqu'un qui a dit que One Piece allait flop. À partir de là, est-ce que ça apporte du poids au débat? Absolument pas. C'est aussi simple que ça, genre. C'est un mec qui peut se tromper comme n'importe qui. Et là, pour le coup, pour moi, ça apporte rien au cas de Demon Slayer.
C'est bon, haut placé à l'époque à la Shueisha et qui a contribué au succès de Dr. Slump et Dragon Ball et qui a drivé Toriyama pour créer le succès mondial qu'on connaît tous aujourd'hui. En vrai, cette phrase, on a l'impression qu'elle est tout droite sortie d'un hater sur X et croyez-moi, il n'a pas dit que ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Et en vrai, cette phrase, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps et ça m'a donné envie aujourd'hui de décortiquer le phénomène Demon Slayer. Cette vidéo ne spoile pas le manga ni la fin et ne sera pas là pour vous donner des anecdotes sur la construction de l'histoire, de faits historiques et des légendes japonaises. Ça, je le ferai bien plus tard. Et trigger warning, disclaimer, je ne suis pas là pour trash talk, pour être la haineuse de Demon Slayer que vous pensez que je suis, ou en tout cas mes haters, c'est les personnes un peu trop sensibles à la critique et qui pensent que Demon Slayer est le manga de leur daron, pensent que je suis. Je pense qu'il est bon de rappeler que je suis là pour donner un avis personnel, mais aussi... Argument d'autorité, ok, mais Torishima a quand même une parole de valeur. Et pour moi, ça appuie pas le propos, parce que justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, il a eu raison pour Dragon Ball, par exemple, mais pour One Piece, il s'est complètement trompé. C'est comme si moi, je vous disais que, regardez, Nice Prison, c'est le plus grand flop de l'histoire du Jump, et que derrière Nice Prison, ça devient le plus grand succès de l'histoire du Jump. Tu vois? Le mec, tu peux autant le discréditer, tu vois? C'est pour ça que pour moi, ça sert à rien de mettre ses propos en avant parce que c'est Torishima. Étudier des chiffres et pour vous permettre de vous faire votre propre avis. Je tiens à le redire, j'aime énormément Demon Slayer, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir un avis autre que c'est génial à 100%. Et vous le savez, c'est le principe de ma chaîne. Alors ceux qui ne sont pas capables d'entendre autre chose que c'est génial, merci de passer votre chemin. Bon, sur ça, elle a raison par contre, parce que c'est vrai que dans la communauté manga en général, dès qu'un truc est mainstream, si tu commences à être un peu critique et nuancer ton avis, moi ça m'arrive plein de fois avec One Piece aussi, alors que vous savez que c'est mon manga préféré, avec Ashita no Joe, je vais dire qu'un chapitre il est ok, et que j'ai pas aimé j'ai pas aimé ça dans un chapitre, ça y est, ça va me faire dire ce que j'ai pas dit, ça veut dire que j'ai détesté le manga, que je suis un anti-One Piece. Donc c'est vrai que ce côté-là, si elle prend la peine de faire un disclaimer comme ça, c'est que elle, ça doit être des proportions encore plus grandes pour elle. C'est la balle à sortie. Je suis fan de Nana et Berserk. Bon, ok, c'est des œuvres parfaites, mais je suis aussi fan de Jujutsu Kaisen. Et il y en a des choses à dire, et en vrai, la fin est éclatée, ça ne m'empêche pas d'aimer. Bref, ce n'est pas le sujet, reprenons. Nous sommes le 18 juillet 2025 et le film Demon Slayer, la forteresse infinie, sort au Japon et c'est sans précédent. 5 millions d'entrées en 4 jours, dont 3,6 le premier week-end, 91 millions de dollars de recettes en 11 jours, éclatant toutes les statistiques du Train de l'Infini qui avait déjà éclaté les statistiques du Voyage de Chihiro du studio Ghibli. Et je vous avoue, ça m'avait fait un peu mal. J'ai même une amie au Japon qui m'a dit qu'elle avait eu du mal à trouver des places, même dans la périphérie de Tokyo, pour être à peu près bien classée dans une salle de cinéma. Il faut savoir que le film, tout était booké en 10 minutes lors de la sortie des préventes des billets. Le phénomène est juste exceptionnel, c'est cosmique. En fait, la commune One Piece, c'est la plus toxique parce que c'est la plus grande en fait aussi. Tu vois, il y a de tout. Donc forcément, t'as l'impression que... Il y en a forcément beaucoup plus, quoi. Mais d'autres communautés, c'est pareil, genre. À quel point ce film était attendu. Ufotable et Aniplex, actuellement, là, ils sont comme ça. En fait, il faut mettre infini dans son titre pour avoir une infinité de thunes. Il faut comprendre que c'est depuis 2019 que Demon Slayer fait partie des gros succès en manga, mais aussi des animes les plus vus et les plus bankable de l'histoire. Un phénomène monstrueux, mondial, qui a choqué tout le monde. Mais est-ce que c'est comme dit Torishima grâce à... Voilà, je pourrais déjà mettre pause et dire que c'est un des plus grands succès en manga depuis 2017 déjà. Parce que pour moi, quand t'es top 37 de l'année, du marché du manga, top 37, je répète, hein, sur des milliers de mangas, c'est que t'es déjà dans le top des mangas les plus vendus, quoi. Enfin, t'es déjà un hit, en fait. Je sais pas si les gens ont assez de recul quand ils parlent de chiffres, et que je sais pas, mais je sais pas. Mais t'es top 37, les gars. T'es le 37e manga le plus vendu de l'année. À quel moment t'es pas déjà un succès? À l'animé. Le manga y est quand même pour quelque chose. Sans animé, hein. Nuancer le propos. Pour comprendre ce phénomène et pouvoir en tirer quelques conclusions, on doit retourner plus de 10 ans en arrière. Ryohei Gotoge, mangaka de Demon Slayer, fait des one-shots, mais ils ne sont pas très concluants, après en avoir publié 3 avec l'aide de son tanto. Et je rappelle quand même, parce que je sors le terme tanto, mais il faut que vous compreniez que les tantos, donc les directeurs éditoriaux, c'est extrêmement important dans le monde du manga, car ce sont eux, comme le fameux Torishima que vous avez en début de vidéo, qui vont driver les mangakas. Ils vont les motiver, mais également les aiguiller sur la marche à suivre, sur quel personnage animer ou approfondir, quel pan de l'histoire prendre. C'est un espèce d'œil extérieur professionnel, et ces personnes sont censées vous amener vers le succès. Et on peut noter par exemple qu'aujourd'hui, un des plus grands tantos de sa génération, c'est bien Shihelin. J'ai eu la chance d'ailleurs de le recevoir sur ma chaîne grâce à Kurokawa, en interviewant du coup Shihelin, mais aussi l'auteur de Centuria. Et d'ailleurs, Shihelin, c'est son tanto, mais c'est aussi le tanto de Tatsuki Fujimoto sur Chainsaw Man, Yukinobu Tatsu sur Dan Dadan. Il est aussi derrière Spy Family et bien d'autres œuvres. C'est vraiment le GOAT des GOAT. Mais du coup, revenons sur l'éditeur, le tanto de Gotoge. Monsieur Katayama va lui soumettre une idée qui va être le début. Juste avant, elle a parlé de Jujutsu Kaisen,
Mais justement, c'est en partie à cause de son Tanto que Jujutsu Kaisen est devenu ce qu'il est devenu avec le côté school life et tout, alors que Akutami, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Et au final, bah, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est qu'il a dessiné un manga pendant des années qu'il n'aimait plus en fait. Et c'est un peu triste en vrai, ce genre de constat. Succès de Demon Slayer. Cette idée, c'est de reprendre le premier one-shot qui lui a valu un prix du nom de Kagari Gari. Et rien qu'à voir les images de ce one-shot, on voit toute la base de Demon Slayer, que ce soit au niveau des dessins ou même des personnages et de l'univers. On voit des similitudes comme Michael Jackson, Muzan, sauf que le concept va être retravaillé et beaucoup moins sombre. Oui, parce qu'à l'époque, pour faire une série longue, ça n'a pas été accepté parce que Kagari Gari, bah c'est un peu trop glauque. Et il va falloir être un peu plus shonenesque et un peu arrondi. Tanto, en gros, c'est le responsable éditorial. C'est en gros dans les magazines et le Jump là pour le coup, c'est que chaque mangaka, il a un Tanto qui lui est attribué. Et en gros, il va l'épauler sur la construction du manga, la suite de l'histoire. Il va le conseiller sur est-ce que ça c'est bien, est-ce que tu vois, il va valider son storyboard aussi. Et bah, selon le mangaka, tu vois, Oda, je pense pas que son Tanto aujourd'hui a une grande influence sur l'histoire de One Piece, mais sur certains mangas, il y a une grosse influence genre. Mais oui, après, bien vu, si la mode. Regardez Bakuman, les gars. Donc certes, c'est romancé et tout, mais ça t'apprend plein de choses sur l'histoire du Jump, sur le fonctionnement du Jump, des magazines, des mangas en général, quoi. Dire les ans. Ouais, c'est comme un directeur artistique, entre grands guillemets, quoi. Pour passer dans le Shonen Jump. Et pour le rendre moins sombre, on va changer le personnage principal et le rendre plus shonenesque. C'est comme ça que Tanjiro va être créé. Un personnage moins froid qui aura l'étoffe d'un héros classique. Nous sommes le 15 février 2016 et le premier chapitre de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, sort dans le Weekly Shonen Jump. Et malheureusement, ce n'est pas un énorme succès. Et pour avoir cherché dans les top Oricon, explication du top Oricon. Le top Oricon, c'est le top le plus fiable pour... Voilà, déjà, pour moi, c'est une erreur, déjà, de... Tu commences... Tu parles du lancement de Demon Slayer dans le Jump, et la transition, c'est quoi? Tu commences à parler du top Oricon avec les ventes. Mais si tu parles du début de Demon Slayer, parle déjà de ses classements dans le Jump. Avant que le manga sorte en librairie, il a déjà des classements, une base de lecteurs de popularité. Et c'est presque tout aussi important que ses ventes. Du coup, déjà, il a su faire une place dans le Jump, et c'est pas donné à tout le monde. Attendez, je vais... connaître les ventes de mangas par semaine, par mois et par année du Japon. Et ce top permet de faire un classement des meilleures ventes et des mangas les plus populaires. Fin d'explication du top Oricon. Donc ouais, je cherche dans ces top Oricon et bah c'est pas une dinguerie en termes de vente. Alors certes, il est quand même bien noté dans le Shonen Jump, il est bien accueilli, mais sur le global, c'est pas fou quoi. Et oui, j'ai regardé les ventes à l'année, les ventes par semaine. Il n'apparaît pas forcément dans les top 50 et encore moins dans les top 30 pendant presque 2 ans. Sauf en 2018 où il apparaît enfin à la 24e position après 13 tomes de parus, cumulant 1 345 000 tomes de vendus. Donc là, on va faire une pause là-dessus, et je vais être obligé de revenir sur son année 2017, parce qu'elle va parler de 2018 avant tout. Je sais pas pourquoi, elle a littéralement sauté une année. Alors que si tu prends en compte l'année 2017 déjà, tu vas voir... Rien que là, que c'est un peu dommage de... Parce que là, son analyse est biaisée, du coup. Alors, attendez que je vous cherche ça. Tac, on va aller sur le site avec les ventes du Top Oricon, où le mec a recensé tout ça. Et vous allez comprendre de façon très très simple que même en 2017, Demon Slayer, ça marchait très très bien. Donc 2016, pourquoi on prend pas en compte la première année de Demon Slayer? Parce que bon, c'est pas une première année pleine de Demon Slayer, ça a été lancé. On va regarder ça, on va remonter à 2016. En fait, sa première année, je crois qu'il a dû sortir peut-être 2-3 tomes maximum. Donc c'est pas une année pleine non plus au niveau des ventes par tome et tout. Donc c'est pas forcément pertinent de comparer ça par rapport aux autres mangas sur le marché. Mais 2017 c'est intéressant parce que là justement le manga a pu sortir 5 tomes et du coup on peut voir à quelle place il s'est placé justement dans ce fameux top Oricon. Du coup 2016, je vais mettre la page 10 je pense. C'est une analyse erronée de sauter les classements. Ah oui forcément ça la biaise, c'est totalement biaisé pour le coup. C'est ça qui est dommage. Mais donc là du coup on remonte, je crois que c'est par là. Oh, c'est peut-être encore... Ah c'est, je l'ai passé. Si, c'est 2016. Voilà. Demon Slayer est lancé en février 2016 dans le Jump, donc numéro 11. Donc on va voir déjà la gueule de la concurrence. C'est important les gars de remettre en perspective tout ça, le contexte, etc. quand le manga est lancé.
Donc 2016, pour ceux qui savent pas, c'est aussi une année où tu as la fin de Bleach. Donc là, Bleach est encore là, mais on est clairement sur la fin. Pareil pour Assassination Classroom. Il y a quoi qui a pris fin? T'as Toriko aussi qui est sur la fin. Donc là, ça se joue vraiment à quelques semaines, quelques mois près. Et t'as aussi des mangas comme Nisekoi. Bon, certes, c'est un autre registre, c'est de la romance, etc. Mais c'est quand même des cadors, des gros piliers du Jump qui vont prendre fin, coup sur coup, durant l'année 2016. Demon Slayer, il arrive donc dans un contexte où il a une place à prendre et il a une carte à jouer très clairement. Donc certes, il y a plein de nouveautés qui sont lancées à peu près en même temps que lui. Donc la semaine d'avant, comme vous pouvez le voir, il y a Yuna de la Passion Yuragi qui a lui aussi pris sa chance. Mais il y a d'autres nouveautés qui l'ont pas totalement saisi, qui l'ont pas du tout saisi même. Et d'ailleurs, de toute façon, vous voyez très bien dans le jeu à chaque fois, derrière chaque grand succès, il y a toujours des flops qui ont malheureusement passé à la trappe. Et là, pour le coup de It is the Witch, on a vu qu'il y en a plein qui ont flop, tu vois. Sur un succès, t'en as forcément 3-4 qui passent à la trappe. Donc Demon Slayer, déjà, a ce mérite-là de réussir à se faire une petite place dans le Jump. Et ce qu'on peut voir, regardez, moi j'ai ces classements précis, hein, je vous ai dit, moi je faisais ça chaque semaine. Demon Slayer, il est là. Donc on va analyser son classement, je vais vous zoomer ça vous voyez bien. Non, je peux encore vous zoomer d'ailleurs. Regardez. Hop. Demon Slayer, il arrive là. Donc déjà, première chose. Alors oui, au début. Donc il n'y a pas de trio de fin. Hein. Il n'y a pas de trio de fin, mais c'est des classements un peu poussifs. Mais regardez, il va vite inverser un peu la tendance et montrer que le manga a du potentiel déjà dans les sondages du Jump. Hop, à tel point que, hop, il va être mis en avant. Après la page couleur, quoi, premier podium. Et suite à ça, il va rarement sortir du top 10. Et bien, il va même être, on va dire, dans le haut du tableau, on va dire. Donc certes, après, il y a des retombées, 11e place, 10e place, 11e place, 10e place. Mais tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une moyenne. Donc il y a un seul trio de fin dans l'année, là. Ça reste une belle paire pour une nouveauté soi-disant qui flop, hein, on rappelle. 7,73 de moyenne. C'est très honorable, les gars. C'est la moyenne de Kagurabashi actuelle. Pour vous dire, c'est à peu près ça. Donc est-ce que là, Kagurabashi dans le Jump, voilà, on n'est pas en train de se dire que c'est alarmiste, on n'est pas en train de se dire que c'est en train de flopper ou je sais pas quoi. Voilà, c'est déjà pas mal pour une première année, en vrai. Et comme vous le voyez, c'est un manga qui a été pas mal mis en avant, sans compter ses premières pages couleurs de lancement. Il a été remis en avant à 3 reprises. Encore une fois, ça démontre quoi? Ça démontre soit que la popularité était grandissante, soit que les éditeurs le soutenaient. Dans tous les cas, c'est positif pour le manga. Donc déjà, ça c'est pour 2016. Voilà. Maintenant, on va passer à 2016 parce que 2017 pardon. Parce que 2017 là, on a des chiffres concrets. Je vous rappelle, c'est sa première année de publication pleine. Donc c'est pour ça que c'est important de pas zapper cette année-là. Parce que regardez, là je vous laisse voir le top. C'est One Piece qui est premier dans le top Oricon en 2017 sur l'ensemble de l'année. T'as l'Attaque des Titans qui est deuxième, voilà, etc. Donc si on va compter les mangas du Jump, regardez, One Piece premier, My Hero il est deuxième, IQ troisième, Food Wars quatrième, cinquième The Promised Neverland, sixième Black Clover. Bon, septième Hunter x Hunter, je compte pas ceux qui sont plus dans le Jump à ce moment-là. Huitième Gintama. Tac, tac, tac. On arrive du coup à la 9ème place. Non, c'était Boruto, parce que Boruto était publié à ce moment-là. Et du coup, 10ème place, top 10 des mangas les plus vendus du Jump sur l'année 2017. On a déjà Demon Slayer, le soi-disant flop. Le soi-disant manga qui a galéré avant l'animé, à se faire une place, le manga qui était dans l'ombre. Les gars, 1 million quasiment, 200 000 copies vendues en 2017. À quel moment tu parles de flop? À quel moment c'est pas un hit? C'est le 37e manga le plus vendu de l'année. Sur des milliers de mangas qui sortent au Japon chaque année. On est où? Il est devant Saki Kusuo, il est quasiment autant qu'un Boruto, tu vois. Les gars, c'est très clairement un manga qui a un potentiel d'animé à exploiter, et c'est évident qu'ils allaient partir là-dessus. Le manga a déjà validé le fait qu'il aura son animé avec ça. Avec des chiffres comme ça, malgré la concurrence de fou. Hein. Vous avez vu, il y avait encore les Bleach et tout, il y a encore les My Hero, etc., les IQ. Il y a une concurrence phénoménale, c'est pas le Jump d'aujourd'hui. Hein. C'est pas un animé que tu vas chercher comme ça... pour te faire plaisir comme ça, vite fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ces classements en 2017 dans le Jump. Et là, vous allez péter votre âne, je pense. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont oublié à quel point Demon Slayer, ça a très vite pété, malheureusement. Enfin, malheureusement. Malheureusement pour ses haters, hein, j'entends. Alors, attendez, bien en 2017. Et pareil, je vais vous sortir mon tableau Excel. Alors, attendez, je l'ai mis où, ce con? Tac.
Mais là, déjà, vous voyez très bien que ça... C'est déjà un succès, là. Ah non, je l'ai mis dans mon truc de 2018. C'est bon, ça me revient. Shonen Jump, bilan. Hop. C'est ça qui est bien quand t'as fait les analyses mensuelles et hebdomadaires du manga, c'est que au moins, bah... ça te permet d'avoir une vision dessus beaucoup plus... avec beaucoup plus de recul, tout simplement. Bon, je l'avais pas encore en format Excel à ce moment-là, mais je faisais comme ça à l'époque. Donc oui, ça s'appelait encore les rôdeurs de la nuit. Regardez ces classements, les gars. Donc déjà, moyenne... Enfin, j'ai bien pris... Ah non, j'ai pris 2018, pardon. Lui, c'est 2018. Attendez, que je fasse pas de conneries. Je crois que je l'ai mis en dessous, là. Voilà, c'est ça. Je crois que je l'ai mis là. Alors voilà, classement de 2017 du Jump. Avec les moyennes au millimètre près, au poil de cul, les gars. Les rôdeurs de la nuit, il s'appelait encore comme ça à cette époque-là. Parce que j'ai essayé de promouvoir le manga de cette façon-là, parce que les gens ne savaient pas qu'il s'appelait comme ça, justement, le manga. 6ème dans le Jump. 4,13 de moyenne. Donc ce qui veut dire qu'il était souvent sur le podium, souvent dans le top 5. Voilà, on rappelle, c'est ça que ça veut dire la moyenne, là. Devant lui, il y a quoi? Dr Stone, 4,04. Black Clover, 3,97. C'est très serré. The Promised Neverland, 3,82. Et même le top 2, il aurait pu le chercher. 3,62. L'écart n'est pas très grand et c'est My Hero Academia. Donc il y avait One Piece qui survolait un peu les débats. Derrière, il y a quand même IQ. Il est devant IQ. Et on connaît la popularité monstrueuse de IQ, même si c'est un autre registre. Il est devant Food Wars. Et en fait, bah, il devance tellement de mangas en fait. Il est littéralement 6ème sur 25 mangas, les gars. Donc c'est énorme. C'est déjà énorme, même au point de vue de ses classements. Donc voilà. Ça c'est pour 2018. C'est pour vous montrer que sa santé dans le Jump, sa popularité était déjà très monstrueuse, hein, parce qu'on voit très, très clairement qu'il était presque deuxième, pas très loin du deuxième. Il était dans les débats pour la deuxième place tout le long de l'année. Et au niveau des ventes, il a fait quasiment autant que là en 2018, mais ça l'a omis, donc je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste une erreur. Mais c'était important de revenir là-dessus en tout cas. Vous allez me dire, ça a dépassé le million. C'est bien, oui, mais c'est pas une dinguerie pour un titre du Shonen Jump, qui plus est un titre très shonen, et comparé à ce que vous allez voir après. À titre de comparaison, l'Attaque des Titans a vendu 1,5 million juste avec le 24e. Là, l'exemple est biaisé de fou, parce que si tu veux comparer les ventes de l'Attaque des Titans avec Demon Slayer, bah faut que tu compares le tome de Demon Slayer qui est sorti, imaginons, je sais pas, le tome... si tu compares le dernier tome de Demon Slayer qui est sorti avant l'anime, imaginons le tome 13, bah tu dois le comparer avec le tome 13 de l'Attaque des Titans. Sinon, c'est pas réglo en fait. Tu vas pas comparer le tome 88 de One Piece avec le premier de la nouveauté Phantom Circle qui vient de sortir. C'est pas pertinent. Donc pour moi, cet exemple-là, il est pas à prendre en compte non plus. Parce que si elle l'avait fait, elle aurait vu que l'Attaque des Titans sans l'animé, les ventes étaient très mid. Tu vois, genre, enfin, si on prend les termes des tweetos et tout là. Là aussi, on pourrait parler de flop alors. Tome, la même année. Et vous allez me dire, mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'animé, c'est pareil pour les autres mangas. Que nenni, jeune bougre. Ce n'est pas forcément une raison. The Promised Neverland, qui est sorti en anime début 2019, était déjà très bien placé dans le top Oricon avant, notamment... Demon Slayer aussi, du coup, je vous l'ai montré. Et même là, hein, elle montre très clairement qu'il est 24ème. Je crois qu'il est 24ème en 2018, donc c'est qu'il est très bien classé. Un tome 7. Donc certes, TPN se vendait plus sans animé que Demon Slayer, mais c'est aussi l'animé qui l'a boosté de fou. En première place des ventes en janvier 2018, Jujutsu Kaisen également, qui a commencé en 2018, va voir dès son premier tome une place dans le top Oricon. Alors qu'on rappelle, l'animé est sorti en 2020. Donc oui, ce n'est pas grave de dire que de 2016 à 2018, c'était pas la folie en termes de vente pour Kimetsu no Yaiba. Il commence à prendre... Après, si elle parle de folie en comparaison avec ce que c'est devenu avec l'animé, là d'accord, hein. C'est pour n'importe quel manga, ça serait pareil. Mais dire que c'est un flop, ou que ça marchait pas, ou que c'était timide, ou que c'était pas fou, je suis pas d'accord. C'était déjà un des mangas les plus vendus de l'année. Dans une concurrence de fou, hein. C'est pas la concurrence de maintenant, encore une fois. Un petit peu plus de place dans les tops à partir de 2018, ce n'est pas non plus la folie en termes de vente, même au niveau des classements. Mais les gars, là c'est même pas elle que je critique, hein. C'est les gens pensent comme ça en général sur les réseaux, mais c'est pas la seule créatrice de contenu qui le dit. Même les tweetos, etc. C'est vraiment symptomatique. Ça se voit, c'est pas grave.
Petit point important, quand un titre est apprécié dans le Shonen Jump et qu'il apparaît quand même dans le haut du classement, des titres qui sont lus dans le magazine, ça lui permet de rester. Il y a des séries qui s'arrêtent au 4e tome, qui ne voient pas la possibilité de faire une série longue, et oui, les magazines de publication, quand ça ne marche pas, ça ne fait pas de cadeau. On ne dit pas que Demon Slayer était un flop total, et ne pas être dans le top Oricon ne fait pas de vous non plus la risée du manga et le plus gros flop de l'année. C'est plutôt le classement dans chaque magazine qui va vous permettre de perdurer ou pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne performe pas tant que ça qu'on n'a pas le droit à une adaptation animée. Et fort heureusement pour Demon Slayer, une personne de chez Ufotable, le fameux studio derrière la série des Fates, entre autres, acclamé et respecté pour sa qualité d'animation et surtout des visuels spectaculaires, cet employé de chez Ufotable va glisser l'idée d'adapter Demon Slayer. En fait, il aime bien la série et il pense que ça pourrait être cool de l'adapter. On peut dire que ça a été l'histoire juste d'un coup de cœur pour la série de la part de quelqu'un du studio qui a fait que l'œuvre soit tombée entre les bonnes mains du bon studio qui allait adapter avec brio Demon Slayer et créer... Ça c'est vrai par contre. On peut reconnaître que Demon Slayer a eu la chance qu'un Sakamoto Days n'a pas eu, de pas avoir le contexte qu'il faut avec le bon studio, les bons animateurs, le bon réal, etc. Ça, c'est sûr et certain. Demon Slayer a eu cette chance-là, mais est-ce que c'est la faute du manga? Non. C'est tant mieux pour lui, genre, c'est juste ce qu'il faut se dire. Genre... Nous sommes le 6 avril 2019, le premier épisode de Kimetsu no Yaiba sort. Ouais, SNK encore, je prends cet exemple, mais si SNK n'avait pas été aussi bien adapté, les gars, mais il y a très peu de monde qui donnait l'heure au manga à l'époque. Hein. Moi, je lisais déjà le manga avant que l'anime il arrive et tout. Mais on était vraiment une minorité. Hein. C'était vraiment les gens qui lisaient des mangas niches, un peu atypiques, parce qu'on... Voilà, ceux qui s'arrêtent pas à la forme. Mais SNK, il y en a plein. Surtout au début, même si Isayama, il a quand même glow up après en termes de dessin. Le début, pour beaucoup, il était compliqué. Hein. Et beaucoup sont passés à côté du manga avant l'anime. Et comment vous dire que ce premier épisode a convaincu tout le monde, et c'est allé au-delà des espérances que l'on pouvait avoir de cette adaptation. Tout est parfait visuellement, exceptionnellement beau, les pas dans la neige, on dirait presque du réalisme, les chara-designs sont beaux, inspirés du manga et je trouve personnellement presque embellis. On est dans le Japon de l'ère Taisho, une famille un peu pauvre qui vit dans la montagne, une scène sanglante, on est choqué directement après avoir été attendri par cette famille chaleureuse. Le lien entre frères et sœurs, tout est là pour piquer le cœur des personnes qui sont assises sur ce canapé à ce moment-là, qui découvrent Demon Slayer. On découvre... Là, je fais une petite pause, petit aparté. Si l'anime est parvenu à sublimer le manga, c'est que le support de base était aussi très bon. Parce que si de base ça pue la merde, les gars, tu peux pas en tirer grand chose au bout d'un moment. Si t'as un caca, t'auras beau mettre des paillettes dessus et tout, ça restera un caca, genre. Là, je suis désolé, oui, l'anime il a sublimé le manga très clairement, personne dira le contraire, les chara-design, même si je les aime bien déjà dans le manga, j'avoue que dans l'anime c'est 100 fois plus beau et tout. Après là, c'est les goûts et les couleurs, c'est la subjectivité. Mais... c'est que la base était bonne aussi, donc c'est à mettre aussi au mérite du manga, c'est pas seulement l'anime les gars. Vrai également que l'opening et l'ending sont chantés par nul autre que Lisa. Une chanteuse très connue et extrêmement appréciée au Japon, qui a fait notamment l'opening de Sword Art Online. Les OST, c'est du poulet. Personnellement, quand je tombe dessus, je suis subjuguée par ce premier épisode, et ça va être le cas d'énormément de personnes dans le monde entier. Et je sais pas... Après, pour ce qui est Jujutsu Kaisen, SNK, Demon Slayer et tout, c'est sûr et certain que c'est des styles qui sont atypiques, mais si le découpage fait le taf, si tu vois, si t'as au moins le découpage, généralement les gens ils peuvent passer outre. Et c'est ce qui arrive à la plupart du temps quand le truc devient mainstream, même si les gens de base étaient pas friands du style, si le découpage il fait le taf, ils finiront par passer au manga aussi, tu vois. Mais voilà, il y a plein de mangas comme ça qui, malheureusement, leur style, le grand public n'était pas vraiment conquis au début. Mais c'est pas très grave, quoi. Ce que vous en pensez, mais je trouve que Demon Slayer a eu un peu cet effet Naruto. Je m'explique. Pour les personnes en dehors du Japon, l'effet Japon à l'ancienne, les katanas, le folklore, tout le monde est très friand de ça. Et ça va vraiment cartonner là-dessus. Il a cette recette qui plaît mondialement. Parce que pour les Japonais, ce n'est pas compliqué à comprendre, ça fait partie de leur histoire et de leur légende. Et pour le reste du monde, c'est un folklore très apprécié. La recette est bankable, ce n'est pas compliqué à comprendre au niveau de l'histoire. Il y a de l'émotion, on a un choc dès le premier épisode. C'est beau que ce soit au niveau des oreilles ou visuellement. Et là, du côté du manga, Ufotable va réaliser ce qui n'a jamais été fait avant. C'est l'explosion d'un manga, c'est même plus qu'une explosion, c'est un jamais vu dans l'histoire, car au moment de la sortie de l'anime, Demon Slayer ne va pas toquer à la porte du top Oricon, il va l'exploser et s'installer confortablement dans le canapé et poser ses affaires. Demon Slayer avait vendu 1 345 000 tomes, sachant qu'il y en avait déjà 13. Et bien sur l'année 2019, Demon Slayer passe devant One Piece, l'attaque des titans, avec 12 les gars, rappelez-vous à l'époque.
Rappelez-vous, à l'époque, j'étais le seul à le dire à l'époque. Je l'avais vu venir. Bon, que j'avais pas vu venir que ça allait péter des records comme ça, attention. Mais j'avais vu venir qu'il allait détrôner One Piece sur un Top Oricon. Et je me faisais insulter pour ça chaque semaine. Ah, quelle époque. Millions de ventes. Est-ce que c'est bon pour vous? Presque 10 millions de tomes vont être vendus en 8 mois. Et dans le top Oricon, tous les tomes vont apparaître dans le top 50. À ce moment-là, on en est au tome 17. On approche quasiment de la fin et les gens veulent savoir la suite alors qu'ils n'ont même pas fini la première saison. Et du côté de la France, c'est Panini qui a la licence. Et ça n'a pas été un grand succès, on va pas se mytho. Qui se souvient des Rôdeurs de la Nuit? Et oui, parce qu'avant l'arrivée de l'animé, c'était les Rôdeurs de la Nuit. J'ai l'impression que c'est encore nos cousins du Québec qui ont encore traduit le titre. Ça suffit, les idées de titres comme ça. Alors autant, je veux bien les Rôdeurs de la Nuit, on peut trouver ça stylé et tout les gars. Mais quand tu changes le titre d'un manga à ce point, et en plus, c'est quand même un point à prendre en compte aussi. Demon Slayer au début, il n'était pas disponible en Scantrad. Les teams s'en occupaient pas. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent, le Scantrad ça a quand même une petite importance, et même une grosse importance selon certaines séries, dans la construction d'une fanbase sur les réseaux en fait. Et là, malheureusement, Demon Slayer à ce moment-là n'avait pas cette chance-là. Le Scantrad est arrivé sur le tard. Et ce qui fait qu'au début, on était vraiment deux à en parler. En fait, j'adore parler de ça. Je suis désolée, je rigole. Le prenez pas mal. Je sais qu'il y a des viewers au Canada. N'hésitez pas à vous manifester. C'est un énorme flop. En France, chez Panini, ça passe complètement inaperçu. Mais lorsque l'anime sort, ils ont la bonne idée de renommer le manga en Demon Slayer. Et c'est ainsi que ça fait le plus gros succès manga de l'histoire de Panini. Et l'ascension de Demon Slayer en 2019 ne s'arrête absolument pas là. En 2020, si on regarde le classement des ventes par tome, Demon Slayer occupe toutes les places du début du classement. Et quand je dis toutes les places, c'est de la place 1 à la place 22. Tout ça. Et il va laisser la 23e place à One Piece. Quelle gentillesse, quelle bonté d'âme. Ah, et en 2020, c'est la sortie du dernier tome qui va être... Il y a ça c'est sûr que... Oui, c'est grâce à l'animé aussi que tu pètes autant. Personne ne dit le contraire. Mais moi, ce que je souligne et ce que je pointe du doigt, c'est l'hypocrisie de non seulement réduire le manga à ça, et surtout, quand un autre manga est autant boosté par un animé, ça va moins te déranger. Mais pourquoi? Pourquoi ça te dérange moins? Parce que Demon Slayer, t'as pas trop apprécié plus que ça. T'as d'autres mangas préférés que tu préfères à Demon Slayer. Et Demon Slayer, je les ai tous détruits en termes de vente, en termes de popularité. Et du coup, t'as un peu le seum. Et du coup, ça va te déranger. Et du coup, tu vas être de mauvaise foi. Et du coup, c'est à partir de là que tu vas commencer à sortir des arguments. Quand tu vas commencer à dire que le manga flop et que je vais te prouver par A plus B, en montrant des classements dans le Jump, ses ventes au Japon, tu vas commencer à dire oui, mais ça bidait en France, regarde, machin, malvala. Quand je vais te dire que c'est Panini qui faisait pas de com, qui a renommé le manga avec un titre aléatoire, qui avait pas de Scantrad, il y avait pas ci, il y avait pas ça, tu vas commencer à me dire oui, mais ça pue la merde. Mais dans ce cas-là, à chaque fois que je te contredis, tu vas me sortir un argument à côté de la plaque. Tu vas chaque fois décaler et au bout d'un moment, tu n'es plus en face de moi dans le débat. Je parle tout seul, tu vois. C'est c'est ça les gars. Au bout d'un moment, t'as plus de contre-argument. Donc oui, on est tous d'accord. Demon Slayer a été boosté comme jamais un manga n'a boosté par un animé. N'a été boosté par un animé, pardon. Mais c'est loin d'être le seul... Enfin, c'est le but, déjà, c'est le but d'un animé. Jusque là, ça a pris des proportions démesurées. C'est devenu un phénomène de société au Japon, littéralement, les gars. Moi, je le redis, j'en profite pour le redire ici. Je pense que la nouvelle génération, les nouveaux lecteurs, les nouveaux mangakas, les nouveaux auteurs, et les auteurs de demain aussi, ils vont s'inspirer de Demon Slayer, comme une génération s'inspirait d'un Dragon Ball, etc. Je suis pas en train de comparer Dragon Ball, Demon Slayer, je suis en train de vous dire que c'est au même niveau. Je parle juste que forcément, quand une œuvre a autant impacté toute une génération, voire même peut-être plusieurs, et une société en vendant autant, les gars, c'est n'importe quoi quand les Japonais sont matrixés. C'est normal que les gens vont s'inspirer de ça et essayer de reproduire ça. C'est juste naturel et normal. Donc voilà. Faut juste respecter ce qu'est devenu Demon Slayer. Donc oui, c'est très basique, oui, c'est très classique, etc. Le scénario est facile à comprendre, c'est pas forcément original, mais c'est efficace, c'est super bien fait, ça a beaucoup plu, et c'est comme ça. Faut juste passer à autre chose, faut l'accepter. Demon Slayer aujourd'hui est devenu un titre marquant de sa génération. Ça va traverser le temps, c'est sûr et certain, parce que les gars,
Jamais on va oublier un manga qui a, qui a vendu 82 millions parce que le record est ancré. Les gens qui sont affolés des stats, etc., matrixés par ça, c'est ancré maintenant, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Faut juste accepter que c'est devenu un gros titre de l'ère du manga, enfin du manga en lui-même. Et si t'aimes pas le manga, passe à autre chose, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave, genre on dirait les haters de Messi qui veulent pas, et de Ronaldo, qui veulent pas accepter que c'est les 2 meilleurs joueurs de tous les temps. Ça y est, frère. Faut lâcher ça. C'est... je suis mort au bout d'un moment, genre. S'inspirer de quoi dans Demon Slayer concrètement? Mais c'est pas ça, hein, je dis pas que ça s'inspire directement du... Bah, déjà, le manga est de qualité. Hein. Faut dire le contraire. Tu peux ne pas aimer, mais dire que c'est pas de qualité, au bout d'un moment, quand ça pète autant... Alors je veux bien que la qualité, c'est pas forcément la popularité, mais quand ça met autant de gens d'accord, c'est que ça a quand même touché quelque chose dans le cœur des gens, je pense un minimum, surtout Demon Slayer avec le côté émotionnel, tout ça et tout. Et juste l'impact que ça a eu sur le Japon, l'industrie du manga aussi, parce que ça a tout relancé, les gars. Genre, si vous croyez que pourquoi derrière il y a les Jujutsu Kaisen, il y a les Tokyo Revengers, etc., qui font des chiffres de fou comme ça aussi, c'est que cette vague-là, je pense qu'on la doit aussi à Demon Slayer. Parce que pour moi, avec la génération qu'il y a eu avec le Covid, etc., et tout, ça arrivait à une période aussi où ça a complètement revu la façon de consommer des animés. Et ça, j'avais lu des articles et tout, etc., de japonais qui en parlaient. En fait, ça attendait qu'il y ait plusieurs épisodes pour se mettre à jour, et derrière, ils allaient acheter tous les tomes pour se mettre à jour sur le manga ensuite. C'est une formule, une nouvelle façon de consommer qui a été mise en place, enfin qui s'est créée tout simplement comme ça. Et et c'est même nouveaux fans d'animé, parce que les gars, quand tu vois des 82 millions d'exemplaires vendus, vous vous doutez bien que ça a non seulement conquis les fans du manga, les fans d'animé, ceux qui ont découvert grâce à l'animé, ça a reconquis des gens qui avaient peut-être lâché les mangas depuis bien longtemps, et ça a même, je pense aussi, ramené des gens qui n'aimaient pas les mangas de base, tout simplement. Donc à partir de là, ces gens-là se sont rabattus ensuite sur les Jujutsu Kaisen, sur les Tokyo Revengers, etc. Et jusqu'à se lasser, et voilà, après on est retombé sur des chiffres plus normaux. Mais en tout cas, ça a tellement boosté l'industrie du manga, et même le Jump en soi. Parce que les gens, j'avais même vu Valentin Paco, un journaliste manga, qui avait fait une analyse pour dire que la Shueisha c'était pas si mal en ce moment, etc. Parce que les chiffres étaient bons, blablabla. Mais il n'avait pas eu le recul de dire, oui, les chiffres de vente des mangas de Shueisha sont bons si tu fais le bilan de ces dernières années. Pourquoi? Parce que t'as ça dans le bilan, t'as Demon Slayer, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc forcément, les gars, que les chiffres vont être bons. Mais si t'enlèves Demon Slayer derrière, il n'y a plus personne quasiment. Tu vois, t'as quoi? T'avais à ce moment-là Jujutsu Kaisen, My Hero, One Piece. Mais les nouveaux qui essayent de reprendre le flambeau, quand t'as tous les mangas qui se terminent, là, les Demon Slayer, The Promised Neverland, IQ, etc. Voilà, l'année 2020, c'était une hécatombe dans le Jump. S'il n'y avait pas eu Demon Slayer à ce moment-là qui explosait en parallèle, et les gars, c'était pas le même bilan qu'on faisait à la fin. Déjà que c'était chaotique en termes de passation de pouvoir, renouvellement dans le catalogue, etc. Mais en termes de statistiques, si Demon Slayer n'avait pas pété, oh, le Jump, c'était dur. Hein. C'était très dur. C'est pour ça que même Valentin Paco, qui est pour moi la référence quand on parle de manga, en termes de journaliste, etc. et tout, même lui, je trouve que sur ce sujet-là, il n'a pas eu le recul nécessaire avec Demon Slayer. Je vous le dis. Le numéro 1 des tomes vendus cette année-là. Salut, si on regarde le classement, Jujutsu est venu lui faire une petite clé de bras. L'arrivée de l'anime a fait bouger les choses. Demon Slayer va continuer à vendre. Les premiers n'ont pas forcément très bien marché, ce qui fait que les gens rattrapent leur retard. Et ça tombe bien parce que l'anime prend quand même un peu son temps, ce qui fait que ça nous laisse le temps de rattraper l'histoire. Un autre point à noter très important, c'est qu'il y a un autre phénomène qui m'a touché également jusqu'à il y a encore pas très longtemps, c'est le fait d'être animé only. Il faut qu'on en parle, parce que c'est aussi ça le sujet de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu les chiffres, qu'on a parlé un peu de ce phénomène, il est temps de parler un peu du ressenti. Et celui-ci sera personnel. C'est le moment d'être open-minded. Je n'ai pas parlé avec des japonais. C'était Rise et Macha qui m'ont ramené dans le train des animés, mais Demon Slayer saison 1 c'était quelque chose. Après moi quand je parlais de ça, c'était surtout les japonais. Hein. Là je parlais vraiment des chiffres, quand tu vois 83 millions d'exemplaires vendus, c'est que forcément les profils de gens qui ont acheté le manga et vu l'animé du coup, il y avait vraiment plein de profils différents, tu vois.
Et ça englobait plus que les fans, les fanatiques purs et durs de manga. Quoi, personnellement, de ce qu'ils pensaient de Demon Slayer. Mais en France, on a juste à ouvrir les réseaux ou même à parler avec nos amis autour de nous et les fans de manga en général pour comprendre que beaucoup sont restés animés only sur Demon Slayer. Ou en tout cas, beaucoup ont commencé Demon Slayer grâce à l'anime. Et je le répète encore une fois, l'anime est là pour promouvoir le manga et pour aussi produire des figurines. Mais il est là avant tout pour mettre en avant l'œuvre de base. On peut aussi notifier qu'il y a des animés qui n'aident pas du tout les mangas. On peut parler de Tokyo Revengers et son adaptation éclatante. Ouais, là c'est encore une erreur les gars, parce que l'animé de Tokyo Revengers, alors certes, il est éclaté au sol, je suis d'accord avec elle, c'est une adaptation médiocre, je le dis. C'est bon, ils nous ont fait des diaporamas sortis du trou de balle. Et pourtant au Japon les gars, on va aller voir les ventes si vous voulez, y a pas de souci, je vous ai dit, j'ai des chiffres, il suffit de demander en fait, suffit de demander. Alors attendez, regardez, on va aller, c'est quoi, je crois que c'est 2021 Tokyo Revengers. On rappelle hein, adaptation animée, qui pue la merde, qui pue sa grand-mère, c'est bon? 25 millions d'exemplaires vendus sur 2021. 25 exemplaires du manga, hein. Je précise au cas où. 25 millions, en arrondissant. Donc, même si un animé pue la merde, une adaptation pue la merde, ça peut quand même mettre en avant le manga. Voilà. Voilà. La taxe. Heureusement que Tokyo Revengers avait quand même bien marché en manga parce que vu la qualité de l'anime, c'est un peu dommage, ça aurait pu être 100 fois plus. On peut parler également de Boruto qui dessert complètement le manga, le fait que l'anime soit arrêté pour mieux revenir, on l'espère. Après, d'autres mangas n'ont pas besoin d'avoir une bonne adaptation animée, leur niveau en manga est tellement élevé qu'ils se suffisent à lui-même. Ouais, mais ça c'est les exceptions qui confirment la règle. Et c'est pas une généralité du coup. Mais pour ce qui est de Demon Slayer, et encore une fois c'est un avis personnel, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le sujet, mais lorsque je suis allée vers le manga pour continuer après la saison 1, parce que je voulais savoir la suite pour ne pas me faire spoiler également, bah je n'ai pas réussi. J'ai essayé au moins 4 fois en espérant que le dessin s'améliore, et on doit quand même notifier une légère amélioration au niveau du dessin, mais on est loin de l'amélioration qu'on a pu constater sur l'attaque des titans par exemple. Le premier tome de SNK est pas ouf à lire malgré un bon découpage, les dessins sont pas au niveau, on doit quand même parler après du ça c'est les goûts et les couleurs, ça je m'en branle, qu'elle aime ou entre qu'elle les aime premiers pas. dessins et les derniers d'Isayama. Pour ce qui est de Demon Slayer, ce qui m'a dérangé c'est pas que le dessin soit moche ou quoi, je suis pas hyper fan du chara design, mais c'est surtout le découpage du manga qui ne m'a pas du tout hypé. Je ne suis pas subjuguée par les pages ni par les doubles pages, on vous demande pas de faire Berserk, mais même Fujimoto pour Chainsaw Man ou encore Akutami pour Jujutsu Kaisen, malgré des styles graphiques particuliers, on peut pas nier que la construction de leur manga, leur mise en page, leur découpage sont vraiment ça encore une fois c'est subjectif hein. Moi, de mon point de vue, je ne vois pas en quoi le découpage de Jujutsu Kaisen est incroyable par rapport à Demon Slayer. Alors peut-être que c'est peut-être moi qui n'ai pas le recul là-dessus, parce que vas-y, il faudrait peut-être relire les mangas, je sais pas. Mais Jujutsu Kaisen, je m'étais mis à jour il n'y a pas forcément... il n'y a pas très longtemps avant que le manga prenne fin. Ça n'avait pas tellement longtemps. Et je suis désolé les gars. Si tu critiques Demon Slayer sur son découpage pour mettre en avant derrière Jujutsu Kaisen... franchement, non, je vois pas, c'est pas le meilleur exemple encore. Là où Demon Slayer, je trouve que ça pêche. Les dessins sont parfois pas très beaux, on sent que l'auteur s'applique sur certaines doubles pages ou certains moments, mais ce n'est pas non plus un waouh quand je tourne la page. Et ça va être ça mon plus gros problème jusqu'à ce que je fasse cette fameuse vidéo 24 heures pour lire Demon Slayer. Où du coup je me suis forcée à lire et je vais vous dire en toute honnêteté que je n'ai toujours pas apprécié le manga à cause de son découpage. Mais l'histoire m'a quand même... Lily, non. Sakamoto Days c'est notre galaxie, je peux pas te laisser dire ça. Le découpage de Sakamoto Days c'est... Moi, des mangas aussi fluides à lire comme ça, qui me viennent en tête tout de suite, c'est quoi? C'est Dragon Ball, c'est Bleach. Pour moi, Sakamoto, ça se met dans cette lignée-là, en termes de découpage pur et dur. Après, c'est subjectif, les gars. J'ai apprécié ma lecture, et sans spoiler, malgré que je trouve un défaut au niveau de la construction de son manga et de son dessin, il faut quand même aussi le dire, et ne soyez pas piqués, l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard. Oui, c'est une expression de vieux, laissez-moi tranquille. C'est une histoire basique, bateau, il n'y a pas de force. Après, voilà, là, je sais que je peux mettre tout le monde d'accord de façon très simple. Vous savez, ça c'est un bon découpage par exemple. Ça se voit. Ça se voit, c'est clean, c'est classique. Après, je sais pas à quel point ça s'améliore par la suite. Mais vous savez où je vais en venir ou pas? Là, on va être d'accord. On parlera de subjectivité, je sais pas quoi. Ça, c'est un découpage catastrophique, tu vois. Et quand elle parle de Demon Slayer, j'ai l'impression qu'elle parle de ça. Moi, c'est ça pour moi. Là, j'y arrive pas, là. Tu vois, là, oui. Là, je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais Demon Slayer, en soi, je vais te sortir tellement de planches exceptionnelles dans le manga. Mais bon, après, voilà. Ça, c'est les goûts et les couleurs.
shadowing, de scénarios compliqués avec plot twist de fou, c'est un peu téléphoné, c'est un cahier des charges classico du shonen, ça n'a rien de révolutionnaire ni d'original, et je vous avoue que si j'avais découvert ce manga avant l'anime, j'aurais drop direct parce que je n'aurais pas vu quelque chose qui m'apporte cette originalité dont j'ai besoin. Alors peut-être que les nouvelles générations ou les gens qui ont commencé Demon Slayer ne sont pas du même avis que moi, mais c'est peut-être aussi... Il n'y a pas d'originalité dans Jujutsu Kaisen. Si parce que vous avez commencé avec ça et que vous n'avez peut-être pas énormément non plus de points de comparaison. À part si vos points de comparaison c'est une centaine d'isekai et des trucs un peu limites. Là forcément Demon Slayer, fou, incroyable. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une histoire basique, qui n'est pas forcément originale, qui ne casse pas les codes, n'est pas forcément une mauvaise histoire. Au contraire, je m'explique. Parce que je vous sens arriver un peu énervé, faire une histoire basique très shonenesque qui rentre bien dans les codes du shonen jump, est-ce que j'ai tort? Plus simple à faire parce que des histoires basiques, il y en a partout. Mais il faut savoir tirer son épingle du jeu et un bon dosage, c'est ça la clé du succès. Et attends, je peux même aller plus loin. Mais après non, je vais pas rentrer dans ce jeu là, après ça fait trop tweetos qui... Juste là j'ai dit, c'est pas bien de critiquer un manga pour en mettre un autre en avant. Alors Demon Slayer c'est bien, ça suffit à lui-même, c'est bon, pas besoin de comparer. Mais j'allais dire que la fin de Jujutsu Kaisen comparé à Demon Slayer, voilà, ça se casse pas la gueule quoi. Prenez par exemple le fait de faire du pain. Il y a énormément de boulangers, c'est un aliment presque basique dans notre alimentation, et pourtant on est toujours à trouver certaines baguettes meilleures que d'autres. Parce que faire du basique, faire du grand public, faire du mainstream, ce n'est pas si simple. Surtout à une époque où l'idée des démons, de l'exorcisme marche très très bien, et ça sort à l'appel. Donc faire une histoire qui sort du lot avec cette base là, c'est pas une mince affaire. En fait je pense que Demon Slayer, ce qui a marché c'est l'émotion, parce que son plus gros point fort, c'est son écriture, non pas de son histoire, même si elle est très bien menée, mais bien des différents protagonistes et antagonistes qui vont faire partie de l'aventure. À commencer pour moi par le plus gros point fort, c'est bien Tanjiro. Vous le savez, dans beaucoup d'histoires shonen, on apprécie le personnage principal, mais énormément les personnages secondaires également, voire même plus. Ça va être le cas aussi pour Demon Slayer, pour One Piece, on adore citer Zoro, Sanji, Jujutsu, on cite énormément Gojo. Mais en vrai, pour Demon Slayer, Tanjiro reste quand même un personnage extrêmement... Alors que Gojo, si t'enlèves son aura farmer, bon... En vrai... Le mec il va juste tirer genre. Apprécié. Et pourtant lui aussi il a un trio avec des personnalités très différentes et également très appréciées. Il y a des piliers tout aussi beaux gosses les uns que les autres et on a tous nos préférés. Mais Tanjiro a tout du héros principal d'un shonen, mais lui il ne... pas, il est raisonnable, il est intéressant, il est bien travaillé, son background est amené de manière logique, les personnages travaillés et intéressants et surtout touchants. Ça va être ça pour beaucoup de personnages dans Demon Slayer, et même les personnages féminins. Donc Gotoge a su maîtriser ses personnages, et c'est pour moi un énorme point fort. Et le fait de faire un duo frère et sœur, ça joue énormément sur l'émotion. Couplé à ça un animé qui a des OST à vous faire tirer des larmes à chaque épisode, ça donne une recette bankable. Ah, ça, sur ça, là tout dit. Pour moi, Demon Slayer, c'est les émotions avant tout, genre. Et c'est très bien construit là-dessus, ça marche très bien. Et c'est aussi pour ça que ça a touché autant de monde, je pense, en vrai. Parce que c'est une histoire basique, hein, mais encore une fois, comme elle l'a dit, t'as pas besoin de faire un truc original pour forcément que ce soit de la qualité. Parfois, tu peux aussi sortir du lot parce que c'est très bien fait, genre. Même si c'est classique. Et oui, après... tu peux très bien juste avoir de l'aura et le perso, on peut le kiffer. Je voulais juste vanner Gojo, c'est tout. Puis dernière petite chose à vous notifier quand même, sans vous spoiler, gros point fort, c'est que la fin est exceptionnelle. Je fais partie des gens qui pensent que la fin est en vrai parfaite. C'est énorme de maîtriser son manga pendant autant d'années et de bien terminer une œuvre moi dans ça le aussi, Shonen hein. Jump. Sur Demon Slayer, je trouve ça trop fort. Hein. T'es là, tu braques l'industrie littéralement. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot que braquer. Ou tu l'as peut-être hacké, je sais pas. Enfin, on a vu les chiffres tout à l'heure. Et Koyoharu Gotoge, elle décide quand même de mettre fin à son manga en 23 tomes. Elle aurait pu étirer le truc et que ça se pète la gueule et tout. Et au final, non, ça va à l'essentiel. Et au contraire, elle met même fin au manga à un moment où tu sens, ok, c'est le bon moment. Après, oui, moi l'épilogue, je suis pas fan, mais la fin de l'arc final en soi, moi ça me va, ça me va très bien. Je suis fan de Jujutsu, c'est pas parfait, je vous le rappelle. Pour moi, c'est une bonne fin. L'arc final est exceptionnel, et je pense que rajouter à ça en point positif le fait... Et je vous le dis, tous ceux qui sont en train de critiquer la fin, là, moi je parle pas de l'épilogue. L'épilogue, pour moi, ça sort du sol, j'ai pas compris. Mais vous verrez, en animé, les gars, ceux qui ont critiqué la fin, vous allez être les mêmes que ceux qui critiquent le manga à longueur de journée, et qu'au final, vous êtes les premiers à aller voir les films, à streamer l'animé, etc. et tout. Vous allez voir l'arc final. Les batailles qu'il y a dedans, c'est n'importe quoi. Quand ça va être animé, j'ose même pas imaginer. C'est pas pour rien que là, les Japonais là-bas sont déjà matrixés par le premier film.
Mais la fin en elle-même, la conclusion de l'histoire, des personnages et tout, avec Nezuko, Tanjiro, etc. Moi j'ai trouvé ça trop beau, c'est trop bien. De maîtriser sa fin, ce n'est pas rien. C'est maîtrisé, c'est le mot, pour moi c'est maîtrisé. Je n'ai absolument pas regretté ma lecture de Demon Slayer. J'en suis même presque contente de pouvoir redécouvrir Demon Slayer à travers l'animé. Et oui, le combat final qui va durer 2h30, c'est pour ça que je dis que le manga se finit au bon moment, parce qu'on commençait déjà à ressentir des longueurs, je me rappelle, sur le combat final. Là. Et je me suis dit, ça, c'est sûr et certain, l'animé il sera là pour corriger ça, entre guillemets, tu vois. Pas forcément le découvrir directement avec cette adaptation. Pour moi, c'est un peu double cadeau, quoi. Et pour reprendre la suite de cette citation de Torishima que je vous avais teasé en début de vidéo, il dira juste après c'est comme les formats trilogie de film, c'est bien fait, c'est bien joué ça aussi. Et que l'animé s'occupait de toute la préparation de la boisson, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose de vraiment spécial. Là, je sais, vous dites là, c'est vraiment un rageux sa mère, mais en vrai... Si on décortique la phrase, il a pas totalement tort. On ne peut pas nier que l'œuvre de base, c'est bien celle de Gotoge. Sans son œuvre, sans ses idées, son scénario et ses personnages, on n'aurait pas l'anime d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier que le travail qui a été fait sur l'animation a été un des plus beaux glow-up et un des plus beaux travaux qui a été fait pour moi sur un manga adapté en... En fait, moi, pour revenir sur la fin, c'est pas tant la fin et l'arc final qui m'a... où je me suis dit j'ai pété mon crâne et que ça m'a marqué de fou et tout, c'est plus vraiment l'ensemble. Quand tu te dis que c'est 23 tomes, c'est efficace, ça va à l'essentiel, ça, tu vois, ça s'essouffle pas. Et quand t'as l'impression que ça va s'essouffler, bah non, le manga il se termine là, à ce moment-là. C'est en ça que je vous dis que moi, la fin, je la trouve bien maîtrisée et qu'au contraire, pour moi, ça m'a vraiment pas déçu. Animé. On sent toute la passion et l'amour qui a été mis dedans, sachant que Gotoge a participé à l'élaboration de l'animé. L'auteur était présent lors des réunions pour donner son avis, mais Gotoge a quand même laissé à la liberté d'adapter comme Ufotable le voulait. Ils ont adapté à la lettre le manga en le sublimant. Et aujourd'hui, vous le savez, un animé qui marche, c'est un animé avec un bon opening, une belle animation et une histoire où on n'a pas forcément besoin d'activer son cerveau à chaque fois. Voilà, le contre-exemple, on l'a cité tout à l'heure, c'est Tokyo Revengers. C'est peut-être ça le point fort d'aujourd'hui pour être mainstream et toucher le plus de monde. Aujourd'hui, il y a des animes que tout le monde connaît. Vous connaissez sûrement Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ? Il reflète le monde actuel. Et ces films ne m'intéressent pas. Je laisse donc la nouvelle génération gérer l'industrie actuelle. Cet homme que vous voyez là, c'est Rintaro. Il a animé Astro Boy, il a même travaillé avec notamment Katsuhiro Otomo sur Memories, et c'est littéralement le papa dans le monde de l'animation. Mais c'est un homme d'une ancienne génération, tout comme Torishima. Ils ont tous les deux beaucoup œuvré pour le monde de l'animation et du manga. C'est des rageux qui veulent pas accepter. Fatigués. Peut-être qu'aussi ils ont les yeux grands ouverts sur cette industrie qu'ils ont vu évoluer, notamment au travers des nouvelles technologies. Ils voient les changements d'époque, les nouvelles générations, ce qui marche, ce qui ne marche plus, et ce qui continue de marcher. Peut-être qu'ils sont nostalgiques de cette période où on prenait plus le temps, où on faisait plus du cinéma que du spectaculaire. Et Demon Slayer, c'est un peu le reflet de cette société qui aime poser son cerveau, qui aime les émotions, qui aime le spectaculaire, qui en veut plein la vue. Ghost in the Shell et Akira ou même Evangelion sont des œuvres où on en prend plein la vue, mais surtout d'un point de vue cinématographique. Et que ce soit du Jujutsu Kaisen ou même Demon Slayer, ils sont à l'opposé d'un Akira, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent, c'est juste une autre génération, une autre époque. Et en vrai déjà à cette époque-là avec Dragon Ball, on a beau dire mais ça a quand même ouvert la porte à pas mal de choses, même avec Senseiya, parce qu'on n'a pas cessé de faire du Dragon Ball bis, même si beaucoup pour moi ont dépassé le maître, ça reste quand même des descendants de cette époque, Senseiya, Dragon Ball et j'en passe. Pour moi, Demon Slayer a vu son succès grâce à l'anime, mais il y a énormément d'œuvres aussi qui ne voient pas le succès alors qu'elles sont... Du coup, la phrase de conclusion, moi je maintiens que c'est faux. C'est le succès de Demon Slayer a explosé grâce à l'anime. Mais le manga ne doit pas son succès à l'anime, enfin qu'à l'anime. Tu vois, il a aussi une part de mérite là-dedans. Et on l'a vu tout à l'heure avec les stats que j'ai... D'autres voient du succès alors qu'elles sont moyennes selon nous. Demon Slayer est rentré dans l'histoire, qu'on le veuille ou non. Et il est actuellement à 50 millions de tomes. Les gars, c'est... On était revenu déjà sur les chiffres, hein, mais quand tu les vois encore une fois, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi parce que c'est... Oh les gars, c'est... Le manga, il est sorti en 2016, il a même pas 10 ans. Tu me parles de 220 millions. Mais qui sont ces gens qui ont acheté tout ça, là? En vrai. Moi, je pense que ça va dépasser Naruto, là. C'est qu'une question de temps. Parce que là, l'anime, il est pas encore fini, du coup, avec la trilogie de films. Ils vont encore sortir des éditions au Japon, des rééditions, des machins, des Kazenban, tout ça et tout. Les gars, c'est pas fini.
de dépasser Naruto en moins de 10 ans. Sans Ufotable et son anime, il n'en serait pas là. Ne nous basons pas sur les chiffres pour savoir quel est le meilleur manga. Nous sommes dans une époque de la hype, mais aussi du fast-food et de l'instant présent. Un vrai classique, c'est une œuvre dont on parle encore 30 ans, 50 ans après. Mais cette hype aussi, ça change la donne et ça nous apporte aussi des événements, des avant-premières. La communauté s'agrandit et avec ça son lot d'abrutis. Et ça c'est pas grave, parce que la passion manga passera toujours au-dessus. Tant qu'on passe un... Ça m'a fait tellement marrer que quand elle dit cette phrase, il y avait un de mes tweets là. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Ça va. Bon moment au final. Que demander de plus? Bye bye les Nakama. Donc voilà, en soi, c'est dommage, pour résumer sa vidéo, c'est dommage d'avoir omis les premières années de Demon Slayer, donc 2016. Et enfin, elle est pas revue, tu vois, dans le détail. Elle a dit que dans le job, ok, il a fait ses armes, il a réussi à survivre. Et tu vois, quand elle le dit comme ça, t'as l'impression que le manga, c'était un dead end luck, tu vois. C'est vraiment le manga à l'appel, à la ramasse complet dans les sondages, qui se vend pas, tu vois, tu te demandes pourquoi il a survécu. Alors que non, quand tu regardes, quand tu prends le temps de revenir sur les classements du Jump, de revenir sur ses premières ventes, etc. et tout, tu te rends compte que Demon Slayer, bah, il est monté en puissance de façon réglo, quoi. Genre, après voilà, l'anime est arrivé, ça a boosté de fou furieux, oui, les ventes du manga, qui avait déjà un bon petit potentiel. Mais derrière, pourquoi ça dérange pour Demon Slayer et pas pour vos autres animés préférés? Ça, c'est une question d'ego encore une fois, et on souffle, voilà, tout simplement on souffle. Je suis désolé, hein. Pour SNK, ça dérange personne. Pour Naruto, One Piece, tout ce que vous voulez, ça dérange personne. Et je pense pas non plus qu'en 2011, ou c'était quand 2009, 2010, 2011 par là, quand One Piece explose les records de vente, c'était grâce à Strong World, les gars. Quand le film Strong World sort au Japon, ça rebooste le manga de fou furieux. Attendez, regarde, de toute façon, on va aller voir les chiffres, comme ça, c'est concret. Ça, vous avez bien les trucs en tête et tout. C'est visuel aussi. Mais regardez, on va se refaire à ce moment-là, comment One Piece se porte. Comment One Piece se porte, donc certes, déjà numéro 1, très bonne vente, presque 6 millions d'exemplaires vendus. Plus le top de 2008, ça c'est le premier top Oricon qui a été recensé ça, à partir de 2008. On voit bien que Rookies, qui a été terminé en 2003, ça me régale. Il arrive top 9 parce qu'il y a eu un drama et tout, etc. Donc live action, tout ça. Et ça a énormément popularisé le manga du coup. Donc voilà, ça c'est le top en 2008. Comme ça, vous voyez bien le contexte, etc. On va prendre les chiffres de 2009. Là, bim, les stats sont triplés quasiment. Pour grossir le truc, on va dire doubler, un peu plus que doubler. Donc presque à 15 millions d'exemplaires vendus. Ok, maintenant, regardez en 2010. Bim, 33 millions. Bah 32. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux? Mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui diraient, du coup, c'est le film, il a boosté, ouais, le manga, machin, tu vois, en mode aigri. Non, il n'y a personne qui dit ça. Tout le monde trouve ça normal. Pourtant, c'est le film. C'est vraiment le film Strong World qui a boosté le manga One Piece à ce moment-là. Ça dérange pas pour ça, pour ce cas-là. Pourquoi ça dérange pour Demon Slayer? C'est ça que j'arrive pas à comprendre avec ces réseaux-là. Avec les gens sur les réseaux, cette mauvaise foi, cette hypocrisie. Et pareil, hein, si on regarde 2011, ça va encore plus loin. Ça atteint, du coup, ça c'était le record jusqu'à que Demon Slayer pointe le bout de son nez, 38 millions. Non, c'est comme ça. Et du coup, SNK, avant l'animé... Attends, c'était quand SNK? Bon, je revois les dates de SNK, là. Attendez. SNK, ça a commencé quoi, en 2006? J'ai plus les dates en tête. Je sais pas si je peux vous revoir les chiffres pour SNK, comme ça on peut... Ah non, 2009, pardon, 2009. 2006, c'est Kingdom, j'ai confondu. Donc, SNK 2009. Ok. Et l'animé, ça c'est l'info qu'il me faut pour... Putain, il y a tellement de trucs de SNK. La saison 1, elle arrive quand? Elle arrive en 2013. Elle arrive en 2013, donc on va regarder du coup. Ça c'est le top de... Donc non, pas 2008. 2009. On va regarder les ventes de SNK du coup. SNK n'est même pas top 50 sur sa première année. Ok, d'accord. On va aller dans le top 10 du coup. Bon, je vais raisonner comme eux. Peut-être que les gens ils vont comprendre comme ça. Peut-être ça en se fout un peu de leur gueule que... Ok, il est top 11. En 2010. Et en 2013 du coup, quand l'anime arrive,
À 15 millions. Bah ouais. Bah, donc du coup, c'est l'animé qui a boosté les ventes aussi. Logique. Sur, vous cherchez à dire quoi du coup pour Demon Slayer? C'est pareil. On peut faire la même conclusion là. Gifu et SNK a eu son buzz saison 2. Saison 2, c'est quand? C'est 2015, je dirais. Ah, la honte, il a fini derrière Seven Deadly Sins. Non, je rigole. 2014 peut-être alors? Putain, je me rappelle de ça, les gars. Je me rappelle de ce duel à l'époque là. Ça s'est joué à 2 poils de cul. Hein. Mais voilà, ça on peut le faire sur tous les mangas, les gars. C'est ça que j'essaie de faire comprendre là. C'est que... Oui, forcément, quand il y a une adaptation, au bout d'un moment, quand le contexte s'y prête et tout, bim, hop, ça booste les ventes du manga. Donc après, voilà, ça dépend le contexte. Peut-être que le manga de base se vendait déjà très bien comme Jujutsu Kaisen avant que l'anime arrive. Ce qui n'empêche que l'anime a quand même décuplé et boosté les ventes du manga quand même. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à redire là-dessus. Sinon, en soi, la haine de Kimetsu no Yaiba est infondée. Non, comme je l'ai dit, tu peux ne pas aimer le manga ou même le détester si tu veux, même si je trouve ça un peu débile. Mais de là à désinformer ou donner les chiffres seulement qui vont dans ton sens, je trouve ça ridicule, moi, c'est tout. Mais comme je le répète, hein, mais pour moi, c'est surtout une question d'ego, c'est que t'as le démon, que ça dépasse ton anime préféré, qu'on en parle plus, et ça, c'est tellement osef. Les gars, mon manga préféré avec One Piece, c'est Ashita no Joe. Les derniers chiffres qu'on a sur le manga, c'est 20 millions de copies en circulation, je crois. 20 millions, bon, c'est pour un manga sorti dans les années 60, on pourrait dire que c'est pas mal. Mais, voilà, il est pas dans le top des mangas les plus vendus de l'histoire ou je sais pas quoi, je m'en branle. On s'en branle de ça. Si c'est ça votre palmarès pour mettre en avant vos mangas, c'est terrible. Ça, généralement, c'est des gens, c'est les mêmes personnes qui ont du mal à mettre en avant les qualités de leur manga, te donner envie de le lire seulement en parlant du manga intrinsèquement. Mais du coup, ils vont chercher à soit discréditer d'autres œuvres pour le mettre en avant, soit ils ont besoin de chiffres, de stats et tout, pour que les stats parlent à sa place, genre. Ça, c'est les réseaux d'aujourd'hui, malheureusement. Et ça, on le voit pas seulement que dans les mangas. Hein. On peut même retranscrire ça dans le football aujourd'hui, ou même dans le basketball, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, dans le sport, donc là je vais prendre l'exemple du football, on va seulement regarder si un joueur il a marqué ou non dans le match. Tu vois, les gens ils regardent les matchs sur leur application, la Flashscore. Si le joueur il a marqué un but, ça y est, il a fait un match excellent, trop fort, machin, voilà. Alors que ça regarde pas les matchs. Tu vois, il y a un joueur, il peut très bien ne pas marquer, mais faire un match extraordinaire. Mais malheureusement, ça regarde le foot comme ça maintenant sur le téléphone. Et pour les mangas, c'est pareil. Ils ont besoin que leur avis soit validé par des classements ou des tops, des ventes, tout ça. C'est dommage, mais c'est la génération d'aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, c'est soit maintenant, t'es là, tu contredis tous leurs arguments avec des faits et tout. Soit, toi tu le fais tranquillement, donc parfois, vas-y, tu vas le faire un peu plus durement pour qu'ils comprennent. Tu vois, parce que ta patience, elle a des limites. Au bout d'un moment, peut-être qu'il faut aussi lâcher l'affaire et tant pis. Faut laisser cette génération sombrer. Mais quand tu leur réponds généralement avec des arguments, comme je vous ai dit, ils répondent soit à côté, soit ils vont sortir la carte du mec condescendant qui sait tout mieux que tout le monde. C'est pas ma faute si sur ce sujet-là précis, oui, je sais mieux que toi. Si tu me parles de... Je sais pas, si tu me parles d'animation, de seiyuu, je sais pas quoi et tout, pas de souci. Il y a plein de personnes qui seront bien mieux qu'avec moi, qui auront les noms, qui auront les ci, cela sur la... Tu vois? Mais quand t'es pas bien calé sur un sujet, pourquoi tu te projettes autant? Comme si tu maîtrisais ton sujet? Non. C'est ça le problème. Moi, vous me voyez jamais parler d'animation, d'animateur, je sais pas quoi et tout. Parce que moi, je suis plus manga. Donc j'estime que moi, j'ai rien à vous apporter sur ça. Il y a des gens qui sont bien plus calés que moi sur d'autres sujets comme l'animation et tout. Genre, il y a littéralement des animateurs sur Twitter, les gars qui bossent sur vos animés préférés, là, les Dorian, Coulon, etc. Suivez des gens comme ça pour parler d'animation avec eux. Tu vois? C'est pas vers moi que tu vas venir pour que je te parle d'animation. Moi, je reste sur les fondamentaux, etc. Et je vais jamais rentrer dans les détails du truc et tout parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Mais par contre, quand tu viens sur mon terrain, il faut que tu sois prêt. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça devrait être pareil pour tout le monde, en vrai, normalement. Normalement, tu te projettes sur un sujet seulement quand tu le maîtrises. Sinon, c'est pas la peine. Ou alors, tu prends le temps de t'informer.
de peser les pour et les contre, prendre du recul, etc. Mais bon, là, je sais que j'en demande beaucoup. Hein. Et je suis pas en train de vous parler à vous qui sont ici. Hein. Je parle vraiment en général. L'ère des réseaux aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. Mais voilà, c'est un peu dommage, mais faut être patient, faut être patient.